Banque sur la mort de la dame de Tunisie. Okay, we are ready to start this particularly important session. Actually, as OECD Development Center, African Development Bank, and UNDP, we have devoted our African Economic Outlook this year exactly on this subject. And the reason why it is so, was very clear during the day. Several persons that have intervened have stressed how crucial are some challenges in Africa. And some of them have said we desperately need a productive transformation in order to absorb the enormous amount of young population that will arrive in society in the years to come. But at the same time, this solution can be helpful in many cases, but not in all areas. And so somebody else told us we need agricultural policy to improve productivity. And obviously we know productivity is low. And for sure this is part of the answer. But again, it's part of the answer. Increasing productivity will push population outside rural areas. And if they concentrate in cities, we will be confronted again with the traditional problem, city growing without employment. Somebody else told us, but in Africa, the comparative advantage is natural resources. And in fact, when you look at explorations, well, Africa spends $5 per square kilometers, while Australia, 60. So a lot can be done. But again, Carlos Lopez told us, what is the contribution of natural resources to employment? Weak. Somebody else told us there are global value chain. And in fact, a small business can enter in global value chain without the need to build a big complex. But how much Africa is producing of intermediary goods? 2.2% of the global production of intermediary goods. So there is no one singular solution that can be applied to solve all the problems. And how do we do the mix between these different solutions? Well, probably the mix needs to be done on the basis of the specific, regional, and local capacities, opportunities, and therefore we need to open the issue of regional development. How much regional development is crucial in building things. Here we are with an extraordinary panel to discuss exactly this point. And they leave the question that I just posed every day in their job. But in order to start and introduce the discussion, I would like to call here George Schmidt, which is the Regional Director for Sub-Saharan Africa and the Sahel. A gentleman from the federal government of Germany that had an incredible experience. Now in Africa, but before in China, in Japan, in many places. So with a mind open to understand the differences and to listen to them. And that's crucial to start our discussion. So without any other ado, I will ask George to join us and to deliver his introductory speech. Thank you. Thank you very much for your kind words, and
I'm very glad that still the room is not completely empty, although it's the third session, so your patience has been stressed quite a lot. Can regional development help Africa tap its demographic dividend? It's a very clear question, and if I give you a very clear answer, this would be a very short keynote speech indeed. I have to maybe disappoint your hopes for a very short, easy answer. So allow me to broaden the horizon a bit and put some question marks in all of our minds against some of the certainties. I would like to begin with predictions of political futures. We're all operating somehow and projecting ideas in the future. I found it quite revealing. The American author George Friedman wrote in a book, The Next 100 Years, look at Europe for 100 years backwards. 1900, the continent rules the world, colonial empires in full strength. Then take a 20-year leap. After the First World War, Russian Empire gone, Ottoman Empire gone, the Austro-Hungarian Empire gone, completely different setup. Then again fast forward another 20 years to 1940, Germany dominating all of Europe in the grip of the German occupation. Again 20 years forward, you have a completely different picture in 1960. The height of the Cold War, the US and the Soviet Union, when they're locked in an intense struggle and standoff. 1980, US defeated in Vietnam, leaving Iran, a shift to China, the Soviet Union just invading Afghanistan. It looks very different, the picture again. And you can easily see the year 2000, the Soviet Union is not there anymore. People in the 90s even talked of the end of history. So if I look at these timelines, I find it difficult to make a prediction of what 2020 would look like. There's a second great unknown, which has not been touched upon very much today, and that's technological advance and the impact on our lives. I give you two quotes, one from 1927, Harry Warner from Warner Brothers, "Who the hell wants to hear actors speak?" The second one is 1943, Thomas Watson from IBM. "There is a world market for about 5 computers." So we're talking with great certainties about the future and not really knowing how technology is going to change things. And this is very relevant. We talked about a Vision Africa 2063. What's Africa going to look like? And we cannot see Africa in isolation. How will other continents develop? What are the Asian influences? How will Asia grow? It has a strong influence on Africa. What will the role of IT be? How will it break down into everyday lives? How will IT maybe change the whole way we develop revenue, create value, etc.? We already see the potential of mobile phone technology and applications as an agent for social change and mobilization. So many things are happening, and we stand here and we say, oh, this is the future. I think very often we don't really know what the future will be like. And it's already happening. To me, one of the images is some people in a dirt track to the next village, but having access to global information. There is a campaign from the African Institute of Mathematics in South Africa saying the next Einstein will hail from Africa. So I feel, again, technology is important in our general framework of analysis. We should not fall into the trap to extrapolate just trends from the present and they say this is what the future is going to be. And this applies to lots of other questions like energy provision, infrastructure, industrialization. Kofi Annan talked about climate smart solutions, the impact of climate change, but I think we have to see it in combination with technology. This is just an appeal to keep our minds open. I think they function best that way, similar to parachutes. Back to one variable that dominated the discussions, population trends. I will not repeat all the figures. It's either a threat of Malthusian dimensions or it's a demographic dividend. But what is important is that we should talk about them, and we should talk about them everywhere. We started in Germany, I feel, rather late to talk about our demographic shifts and the problems and the changes that we have to undergo as a society, the working structures, pensions.
And it's interesting, even then the predictions, if we continue to have as many people coming to Germany and staying here, some of the predictions of the fall in the population might have to be revised. So things are different. And remember what I said about technological change. Maybe we are looking at a very different life expectancy also in the future, for better or for worse, but just to keep it in our mind. And I think it's also very important in African societies to have a clear debate about what the predictions are, what the figures look like. How about Nigeria? And Nigeria, maybe with 450 million inhabitants, being the third most populous country after India and China in 2050. And I think a discussion like that would trigger awareness of a lot of figures and a lot of facts, and it would trigger awareness in a society. It's very complicated what the consequences are, but population development can be affected by access to education, especially for women. There is a correlation between education and fertility. It can be affected by access to family planning. Estimates range that about 20% of African women have access, as compared to 60% worldwide. Sometimes I wonder how these figures are actually really compiled, but anyway, they are helpful to illustrate maybe some of the points. Sometimes even legal measures, raising the minimum age of marriage. That was a big discussion in China in the 1980s. And if I look, Malawi just raised the minimum marriage age from 15 to 18 years. And that's a simple step to be taken to at least give people a higher degree of self-control over their family lives and their decisions. And last, I would like to mention the correlation between wealth and fertility rates. Again, another prediction, a fall in fertility in Africa similar to that of Asia would give a curve of 2.1 billion people in 2050, if it's like in the present 2.7 billion. So there's a huge variation in the numbers. I would advocate the discussions because they allow societies to weigh different arguments. What do we want to be like as a society? How big do we want to be? And I feel it's just beginning. In some societies, there's more discussions about it. In some, it's not a topic. And it is a very delicate subject because it comes down to a very personal decision. And to me, it links up with one thing, that's the empowerment of women. The empowerment of women who first and foremost bear most of the responsibility of bringing up and raising children. In this context, the AU has declared 2015 the year of women's empowerment, and we have a G7 dialogue next week here in Berlin with the chairwoman of the AU expected to participate. Will there be a demographic threat or a dividend? President Mahama of Ghana yesterday said in the German Africa Business Summit, "I will worry a lot. How will I create jobs for all the young people?" But he also expressed the other aspect of it, the hope. What can be done with all the people and what can they contribute? So, and again, if we look at it, whether it's a threat or a dividend, we tend to look at it in isolation. Today it was mentioned the illicit funds that go out of Africa. If that were to be changed, if countries would be able to deliver basic services to their growing population, then we come to a different picture. So I would just like to appeal to you to think in more different variables and not fall into the trap of just extrapolating one or others. Again, the other important factor is, of course, economic growth. The African economic outlook for 2015 that was mentioned, I feel it's a very interesting and highly readable document, and that gives a lot of details of different paths to growth, and it discusses a lot of issues that will be coming up in the forum, I believe. And I feel there's a very strong impetus in there to African policymakers to remain open and innovative when it comes to the question of job creation. Drivers of change could be agriculture, but the report is not clear. It could be services, it could be commodities, it could be something that we don't even know about today. There was never an MDG for mobile phones, so you can see if something comes up and the commercial energy is there, people really want to achieve that. I would rephrase it in the words of the author and philosopher Isaiah Berlin. He talked about hedgehogs and foxes. So hedgehogs, they know one big theory about the world, and that explains everything. They're quite confident in their forecasts, they're coherent.
and therefore they make very good guests in talk shows, especially if you have one hedgehog with one theory and the other hedgehog with the other theory. It's wonderful to listen to it. Foxes, on the other hand, describe the complexity of the world. They're not so clear and they don't get invited to talk shows that often. I feel that both groups are, in their predictions, often off the mark, but there might be an advantage. Foxes learn a little bit faster. And I think in development theory and discussing all these issues, it would be good to have a lot of learning and a lot of openness for that. Carlos Lopez today used the word goals instead of prescriptions. How does regional development come into the story? From a German perspective, there's a very high potential in the regional outlook. Politically, our foreign minister said it the day before yesterday, it makes a lot of sense not to fight for the colonial borders, but to make them less relevant with regionalization. And we feel that regional integration has a great chance to really nurture a generation of people who think of them and the neighbors in terms of a win-win situation. This is something we see in Europe. It's a very long process, and we see always the setbacks. When we see a crisis about the euro, we saw migration. There's always the reflex to go back to your own nation state. But at the end of the day, we will not manage in the own nation state. We need the regions to think about it. So, and even less so in a globalized world. And Europe only came to some sense after a very long and devastating experience. And I hope, and I'm quite confident with the process of regionalization, that Africa does not repeat that devastating experience, but leapfrogs forward into a framework of regionalization. Peace and security is a very important topic for regionalization and regional organizations. So we feel, and I think it's very important to repeat it, there's a very big contribution from the regional institutions and organizations in terms of peace and security. And very often the missions that go there very early, that reintroduce and reinstate values. And I was very encouraged by a talk I had these days saying that democracy and accountability are the most important factors in order to ensure long-term stability. In other words, that leaders listen to the citizens of their countries. And regional organizations can play a very big part in this. Germany is already in a very strong dialogue with the regional organizations. We want to continue with that also in a political way, to talk more with the regional organizations about their political outlook. Economically, of course, the regions have a huge potential. The intra-African trade is still very low, although some doubt, again, here also the figures. I had a long conversation with Carlos Lopez once about that, and if you look at probably the real value of trades and services being smuggled across the borders, the figures would look very different from now. But there is a huge point and a huge potential there that can be tapped, but I'm sure there are more qualified experts to speak about that from their own personal experience than I am up here. We would support regionalization, and we have an important job to do also here in Germany. That is to spread the word about what is happening in the regions. And we did that in the last 2 days with the first German Africa Business Summit, where we would also have side events and tell people from the business community to start thinking about countries not just as an isolated entity, but to think about the regional potential. And I felt it was important to have an event on East Africa yesterday, where also people from the business community would then give the feedback and say, look, it looks nice on paper, but our reality, our experiences is different. And I think if we have this kind of interaction, we can go forward and achieve something. So far, I've been talking about regional development only in terms of regional organizations. Of course, it has lots of other aspects. We could talk about spatial development, urban versus rural, coastal and hinterland. We could have a whole seminar on the effects of urbanization alone. If I look at East Africa, another additional 230 million roughly are supposed to live in cities in the year 2050. So that's the equivalent of the present population of Ethiopia, Tanzania, Kenya, and Sudan combined. And regional development, of course,
has to go within the regions, but also, I said it before, Africa's development cannot be seen independent from other places and other continents. The economic partnerships agreements are hotly debated. There are different opinions on that. I personally always feel encouraged when I meet business people from the African continent who say, yes, we can compete. We have access to the markets. There are lots of problems to be still overcome, but they radiate a sense of confidence that they can now have access to this market. And again, trade rules goes much far beyond Africa and Europe. We have to look at the North American dimension, we have to look at the Asian dimension, and maybe in the future even much more also in the Latin American dimension if the South-South ties are going to increase. So, to give a short answer to the question of the beginning, can regional development help Africa tap its demographic dividend? Yes, it can. And Germany will support the regional integration, its structures, and the development. But in the spirit of the open mind that I tried to evoke at the beginning, I think it's not the magic wand. Nation states will play an important role, as will non-state actors within and outside of the African continent. And I think that's one of the reasons why it's so important to sit together here and have meetings like this. Thank you very much. Helpful introduction, and let's continue the discussion. And following one of your suggestions, let me start with women empowerment. So let me start with Lamia Zribi, which is Secretary of State from Tunisia. And what do you think in Tunisia, this issue of regional, let's take first regional as subnational. Do you think that the regional issue is an important element in the strategy for development? What do you think? Merci beaucoup. Donc, d'abord, je voudrais exprimer ma joie et mon honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir été conviée à ce forum très important sur l'Afrique. Donc, la question sur l'implication de la dimension régionale dans la planification, c'est ça. Donc, d'abord, je voudrais d'abord dire que nous sommes l'un des pays qui continue à procéder à la planification, donc dans l'identification de sa stratégie de développement, et nous sommes actuellement en train de préparer, on ne sait pas comment on va l'appeler, est-ce que ce sera le 13e plan ou le premier plan de la Deuxième République pour la Tunisie. Donc, comme vous le savez, depuis 2011, nous sommes dans une nouvelle phase de transition politique et économique, donc après les événements qui ont eu lieu en début d'année 2011, et pour lesquels donc, nous avons passé 4 années ou 5 années de transition politique, et maintenant que nous avons, disons, entamé avec, finalisé avec un succès donc, relatif, avec l'organisation d'élections législatives et présidentielles. Et maintenant, nous entamons ce processus de transition économique qui reste très important vu la situation économique un peu dégradée à laquelle est arrivée la Tunisie aujourd'hui. Donc, nous avons entamé ce processus de planification aujourd'hui en optant pour une approche novatrice. Donc, pour délaisser un peu l'approche top-down que nous avons adoptée dans le processus passé vers une approche beaucoup plus tirée par la base. Donc, une approche, disons, bottom-up, mais pas tout à fait bottom-up. C'est-à-dire que nous sommes en train de rechercher un peu l'approche à mettre en œuvre parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Nous sommes dans une phase, comment dirais-je, d'apprentissage. Donc, comment faire en sorte que la région se prenne en charge aujourd'hui. Donc, nous allons parler de développement régional, qui est une question d'acuité de par le monde, donc pour plusieurs raisons, et pour nous particulièrement, donc qui avons d'abord, comme je le disais, opté pour une approche beaucoup plus centralisée. Donc, aujourd'hui, donc, le soulèvement populaire en Tunisie a eu pour l'une des causes le développement régional, et plus particulièrement les disparités régionales, donc qui étaient entre des régions côtières, donc de la côte
qui donnait sur la Méditerranée, qui était beaucoup plus développée que les régions de l'intérieur, donc avec de grandes disparités au niveau des indicateurs de développement, les indicateurs liés au chômage. Donc on passait à des chiffres très incroyables, multipliés par 4 et plus, donc un chômage de 10% sur la côte, de 14%, de 40% dans les régions de l'intérieur du pays. Donc ce qui montrait qu'il fallait que l'on reprenne les choses en main et que l'on adopte cette approche participative de par les régions, donc que les régions se prennent en charge et que par la suite, l'on ait une distribution plus équitable des fruits de la croissance pour aboutir à ce développement inclusif et durable que nous recherchons. Donc pour revenir à cette question d'approche participative, Monsieur le Président, donc pour ne pas accaparer un peu la parole, donc nous avons commencé par établir des commissions régionales. Donc on va travailler, chaque région va essayer d'identifier ses besoins, son processus de développement et quels sont les projets à même donc d'amener le développement dans les régions avec un peu une approche transversale par grands projets à travers des projets structurants également. Donc pour aller un peu plus, nous allons peut-être en parler par la suite, nous allons un peu bénéficier d'un accompagnement institutionnel international, donc sur lequel nous allons peut-être parler par la suite. Mais donc là, nous avons adopté cette approche, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Donc on vient d'entamer il y a peut-être un mois cette approche par le bas et par la suite nous aurons des itérations pour passer dans les grandes régions et pour par la suite passer au niveau national que l'on suivra par la suite. Merci beaucoup, c'était très clair et très utile. In one word, many governments are saying what was wrong in planning initiatives that in the past, in the field of regional development, created cathedral in the desert, big investment that didn't produce follow-up, was that it was centralized. And very often, you didn't know, central official, what were the opportunities and the problem locally. That's very interesting. And now the whole system of planning is somehow changing. But let me ask to the other woman here around the table, which is the Minister of Labor of Togo. Well, do you think that in the case of Togo, a regional approach can address the problem of youth unemployment, moving a little bit down from planning to that specific issue? Can it help? No. Je vous remercie. Le Togo est très honoré de participer à ce forum et je voudrais remercier l'Allemagne et l'OCDE pour l'aimable invitation. Je voudrais dire que pour un pays comme le Togo qui a traversé 15 années de crise sociopolitique, il faut repenser la manière de faire le développement. Et nous avons depuis quelques années lancé un concept de développement à la base. Comment faire en sorte qu'on puisse apporter des réponses concrètes, pratiques, pragmatiques aux besoins des populations à la base. Parce que nous savons tous que généralement, on fait de bonnes planifications, mais on passe à côté des besoins fondamentaux. Et à travers ce concept, l'approche, elle est participative. On engage la responsabilité des populations. On les amène, on les accompagne à procéder à des diagnostics participatifs de leurs besoins, à prioriser les différents besoins et à se doter de plans d'action de développement. Au Togo, aujourd'hui, dans la plupart des localités, les populations sont organisées en communauté à la base. Elles ont fait le diagnostic participatif. Elles disposent de plans d'action de développement et nous sommes dans la dynamique de les accompagner pour mobiliser les ressources. Ça, c'est très important parce que la responsabilisation de la communauté, elle est très engagée. Et c'est une approche participative. Alors, ce qui ressort dans cette approche, c'est qu'il faut absolument arriver à doter chaque localité du Togo d'un minimum vital commun. Et ce minimum vital commun, c'est que la population puisse avoir accès à des services d'éducation, des services de soins de qualité, que la localité soit désenclavée, que la population puisse avoir accès à des microcrédits pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, dans cette dynamique, nous avons pu
doter la plupart des localités togolaises d'un minimum selon les besoins des populations. Donc, l'approche, comme l'a dit mon prédécesseur, ce n'est pas du haut en bas, mais du bas en haut. Là, on prend en compte réellement les besoins des populations. Et ça responsabilise. Et ça fait que c'est des réponses concrètes, mais à des coûts très réduits, et qui fait que la population se sente concernée par la croissance. Et c'est une croissance inclusive, juste, qui est partagée parce que à chaque niveau du pays, on peut avoir accès à des microcrédits. Je vais donner l'exemple, par exemple, d'un grand programme que nous avons lancé récemment, d'un fonds de la finance inclusive, qui permet d'éviter de marginaliser la plus grande partie de la population pauvre, qui n'a pas jusque-là réussi à avoir accès à des microcrédits. Ce que le gouvernement togolais a fait, c'est de lancer ce fonds et qui permet d'entrer en partenariat avec des institutions de microfinance pour pouvoir offrir des microcrédits à des taux bonifiés selon des cycles très courts et qui permettent aux bénéficiaires, qui sont pour la plupart des femmes et des jeunes, de pouvoir mener une activité génératrice de revenus et de se sentir vraiment concernés par la croissance. Donc pour nous, il faut une croissance qui est générée et qui est inclusive, et qui est partagée de tous. Et l'expérience du Fonds national de la finance inclusive a montré qu'en un an, on a pu toucher près de 350 000 personnes. 350 000 personnes, et que la deuxième année, cette année, nous allons pouvoir toucher près de 700 000 Togolais qui vont avoir accès à des microcrédits. C'est des produits pour des agriculteurs, c'est des produits pour des jeunes, c'est des produits pour des femmes. Tout ceci pour assurer une bonne autonomisation. Parce que quand on parle de développement territorial, c'est justement éviter les disparités intra-régionales, éviter que les jeunes quittent le milieu rural pour aller chercher l'Eldorado en ville, ou bien que les jeunes quittent leur pays pour aller chercher un mieux-être à l'extérieur de leur pays. Il faut créer des pôles de développement dans les pays selon la spécificité de chaque région, et c'est ce que nous faisons au Togo. Très bien. Ça m'amène immédiatement à une autre question. D'accord, on peut trouver des sources de financement, des microcrédits qui marchent à tâche d'huile. Ils s'étalent et donc ils couvrent de plus en plus de population. Mais dans le développement régional, il faut aussi faire des infrastructures. Et là, il y a des investissements lourds. Alors, on a vu, par exemple, un pays, la Colombie, qui a décidé de prendre les royalties qui venaient des mines, du gaz, de l'or, et de dire, voilà, 50% de ces royalties, on les met dans le développement régional. Avant, on donnait l'argent aux régions qui produisaient les mines, maintenant on le donne à toutes les régions. Et on va inventer un programme de développement régional financé de la sorte. Alors, laissez-moi poser la question à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est, et ici on a bien évidemment le ministre de l'Industrie qui est très qualifié pour nous répondre, c'est un pays qui a des ressources naturelles extraordinaires. Bien sûr, la guerre, le conflit a limité un petit peu ces sources de développement, mais elle est toujours là. Donc, dans quelle mesure on peut utiliser les ressources naturelles et les revenus qui viennent de là pour financer le développement local, territorial? Merci. Et je voudrais également remercier les organisateurs pour l'invitation qui nous a été donnée de participer à cette rencontre. Effectivement, la question du développement régional, je crois, a été bien abordée par les deux prédécesseurs, je crois, qui ont bien campé le débat, puisque c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on sort d'une crise et on a depuis 4 ans maintenant une bonne croissance qui tourne autour de 9% en moyenne. Et il s'agit pour nous de rendre cette croissance beaucoup plus inclusive et que les régions participent pleinement. D'ailleurs, c'est une réalité. Nous avons à peu près plus de 22-23% de la population qui est à Abidjan, qui concentre pratiquement les 3/4 de l'activité économique. Et donc, ça crée beaucoup de pression et de contraintes sur les services publics, sur les infrastructures dans la ville d'Abidjan. Et donc, il nous faut renforcer cette décentralisation, développer les zones à l'intérieur, les autres régions, pour avoir un développement qui soit beaucoup plus équilibré. Donc ça a été pris en compte dans le plan national de développement. Et en fait, on essaie de faire pratiquement ce qui a été indiqué par les prédécesseurs. Premièrement, c'est de faire en sorte que des infrastructures soient développées dans les régions. Parce que s'il n'y a pas les infrastructures, les jeux ne restent pas. L'eau, il faut amener l'eau, il faut amener l'électricité, il faut des routes, il faut des services de santé et ainsi de suite.
pour que ceux qui vivent dans ces régions puissent effectivement y vivre. Deuxièmement, même s'il y a ces services, il y a un autre problème qui se pose. Il faut générer de l'activité économique. Parce que s'il n'y a pas d'activité économique, les jeunes partent. Et donc là, il faut faire en sorte que, et c'est ce que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire, c'est de spécialiser les régions par pôle, par grand pôle de développement, pôle agricole, agro-industriel, et ainsi de suite, minier, touristique, et ainsi de suite. On a des politiques qui facilitent justement ça. Par exemple, le code d'investissement offre des avantages beaucoup plus importants à l'intérieur, lorsqu'un opérateur s'installe dans les zones à l'intérieur qu'à Abidjan, et ainsi de suite. On soutient les structures décentralisées. Et au niveau des ressources, des royalties, puisque c'est un peu la question, le point que vous évoquez, ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire, c'est initialement, effectivement, les royalties venaient au gouvernement central, venaient dans le budget, et c'est à travers le budget que la redistribution se faisait, donc dans le budget de l'État. Ce que nous avons maintenant fait depuis quelques années, c'est de faire en sorte qu'une partie des royalties reste au niveau local pour soutenir le développement des activités au niveau de la région. Et ça a été une forte demande des populations. Une forte demande des populations où il y avait des activités minières, par exemple, qui souhaitaient que cette activité ne se résolve pas seulement par des transferts qui vont au gouvernement central, qui lui a tout un ensemble de dépenses à effectuer, mais que vraiment une partie reste. Et ça, c'est une expérience donc nouvelle que nous sommes en train de mettre en œuvre, que nous avons commencé de mettre en œuvre, et nous pensons que ça va contribuer justement, en plus des autres politiques que j'ai évoquées il y a quelques instants, qui va contribuer à soutenir le développement régional, le développement des différentes régions, et donc améliorer donc de manière donner une plus grande harmonie dans le développement national du pays. Donc c'est une politique qui est mise en œuvre et nous pensons que ça va apporter des résultats parce qu'encore une fois, ça a été vraiment un souhait très 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 fort des populations à la base. Merci. Thank you very much. On a ici une question pour le président Ouédraogo qui viendra après. Quel rôle peuvent jouer les communautés régionales donc, dans cette dimension? Parce qu'en vérité, surtout dans des zones d'Afrique où les pays sont dessinés de façon un petit peu particulière, les relations entre les pays sont très intenses. En plus, vous les promouvez, ces relations entre le déplacement de population, d'argent, d'idées et de marchandises. Et donc, quelles conséquences pour le développement local? On pensait, nous, les économistes un petit peu obsessionnels, que bien sûr, les choses vont s'autorégler. Ce n'est pas comme ça. Les productivités, des fois, elles divergent. Donc, comment intervenir? Mais dans cette dimension, on a aussi une grande opportunité. On a ici Ibrahim Mayaki, qui est, comme on le connaît, non, le NEPAD. Et Ibrahim, à travers son expérience, d'abord dans un État national, mais aussi entre différents pays d'Afrique, il se pose cette question de comment aider à utiliser le régional comme une des cylindres du développement. Mais ma première question, Ibrahim, est la suivante. Quand on parle de développement régional, on pense aux régions, et surtout en Afrique, on pense souvent aux villes. Des confrères de la Banque mondiale, par exemple, à un certain moment, semblaient dire « Ah, la solution est aller tous en ville le plus vite possible, la productivité est plus élevée et en moyenne, on va avoir du développement économique. » C'est où le rural là-dedans? Est-ce qu'il faut qu'on s'occupe du rural? La question me vient parce que quand on regarde les projections démographiques, bien sûr la population africaine va augmenter, et bien sûr elle va augmenter dans les villes, mais elle va augmenter aussi dans les zones rurales. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les zones rurales? Thank you. I would like also to thank the organizers for being here. Demographics and regional development. I would like to start by giving an example and not being fastidious about figures, but figures can highlight an image. Let's take the case of an African country which has 20 million inhabitants. A country that I like a lot, like Mali. Demographic growth rate, 3.2.
percentage of urban rural population, 70%. Level of cohorts of young coming every year on the employment market between 300,000 and 350,000. These 300,000 youngsters cannot be employed in the civil service. They cannot be employed in an incipient industrial process because it's very, very incipient. And most of them live in rural areas, even if urbanization is strong. So the only way in this type of countries, which, by the way, are the majority of African countries, not all of them, but the majority, is to tap into agricultural transformation, into rural transformation. The core of their activity is focused on agriculture. But talking about rural transformation goes beyond agriculture. It deals with issues related to empowering small-scale farmers. It deals with issues related to training, to energy, to rural roads. So it is a multi-sectoral dimension. So the point number 2 is that we are not always equipped institutionally to deal with multi-dimensionality. Why? Because we reflect in terms of sectors, health sectors, education sectors, and our public administration systems are framed that way. So the best way to deal with multi-sectorality is to empower local communities. I see Joachim von Braun right there. I learned from him that agricultural development is local. It is not national. It is not nationally designed. Even if it is nationally designed, it makes sense when it is local. Now, thirdly, the other level, which we tend to forget, is the regional level. Because that we notice more and more regional, intra-regional cooperation, policy coherence issues being put on the table. And the regional dimension allows also to think about the space differently. And if I take the case of agriculture, it allows to, put in place food reserves, which are useful. It allows to boost intra-regional trade. So it then allows the industrialization process we are talking about. So if we really want to trigger change, we have 2 entry points. The first one is the local entry point. The second one is the regional entry point. And that will lead, and that's my conclusion on that, it will lead to a reform of the role of the state. The state will have to be reformed so that it delegates more to the local level and it empowers more the regional level. So unavoidably, will emerge from these rural transformation processes the necessity of reforming the state as it is structured today. I think that we have reached a phase in our debate where there is a kind of mosaic appearing. Because what we have discussed here was not a traditional regional development that means take money from rich regions, give to poor to compensate because they are poor. And then they use as they can, as they want, and so on. Here we are talking of a regional development whose objective is to tap resources for development that have not yet been tapped. And mainly because we didn't realize that they were there. The tool or the strategy that we are discussing here call into the game a lot of question of investments and planning, also local initiative. But this type of tools, not subsidies, is to make investment and where to do. Third,
what they are saying is it's not sectoral, the approach. And fortunately, the local, looking at the problem in places, require that you use different sectoral approaches put together. We don't really know how to do it, but that's what is needed. And finally, what they are saying is we need a multi-level governance if we want to do it. We need to put together different levels of government that discuss and interact in a coherent way among themselves. Obviously, it's a change of logic. Requires completely different tools. But at this point of the discussion, let me call into the play the other side of the Mediterranean area and to ask to Lamia, if you allow me to call it this way, Lamia, je voudrais vous poser une question qui est, mais donc, à votre avis, qu'est-ce que les autres pays non africains peuvent faire pour vous aider dans la construction de ce système de politique qui apparaissent dans la table ronde? Il y a un rôle, ou plus qu'un? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, monsieur. Donc, cette question de financement du développement et du développement régional, c'est une question pertinente. Donc, bien sûr, nous mettons les stratégies de développement, les projets de développement, etc. Mais par la suite, va se poser la question du financement. Donc, d'abord, avant l'intervention peut-être des bailleurs de fonds, il faudrait que les pays d'Afrique, et la Tunisie particulièrement, il faudra identifier les moyens de se financer en interne d'abord. Donc, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour drainer l'épargne, donc l'épargne qui n'est pas toujours facile en raison peut-être des revenus donc assez modestes, mais il y a plusieurs sources à identifier, mettre en œuvre les mesures et les réformes nécessaires à travers la fiscalité locale particulièrement, donc un peu les projets de PPP, donc aussi toutes les mesures de réforme, je dirais, pour réformer tout notre secteur bancaire. Mais malgré cela, et je me réfère à l'exemple de mon pays, maintenant les ressources internes sont insuffisantes. Donc il faudra que l'on se tourne vers le financement extérieur. Donc bien sûr, il y a les financements classiques, donc à travers les bailleurs de fonds et la coopération multilatérale et bilatérale, donc Banque mondiale, Banque africaine de développement, le bilatéral, la KfW, l'AFD, etc., à l'instar de pratiquement tous les pays d'Afrique. Bien sûr, le marché financier, dans le cas où les pays se prêtent à ce type de financement, donc la Tunisie l'a fait à plusieurs reprises, mais maintenant c'est beaucoup plus difficile en raison de la baisse de la notation de la Tunisie. Et donc nous recourons aux bailleurs de fonds, à nos partenaires pour le financement, mais ce qui est, disons, innovant depuis quelques années, c'est que nous recourons aussi à l'assistance de nos partenaires, pas seulement pour les financements, donc les financements à travers les prêts, puisque la Tunisie n'est pas éligible à l'aide publique au développement, donc les prêts aux conditions du marché, mais nous essayons le plus possible de bénéficier des expériences internationales à travers l'appui institutionnel. Donc l'appui institutionnel qui prend de l'importance à travers des jumelages, à travers de l'assistance technique, comment faire pour tirer parti des expériences réussies. Nous le faisons malheureusement, mais je le dis d'une manière un peu, puisqu'on est dans un panel africain, nous le faisons avec des pays européens. Donc nous bénéficions d'un accompagnement institutionnel et avec la GIZ, donc avec l'Allemagne particulièrement à travers la GIZ qui nous accompagne d'ailleurs dans cette démarche de planification régionale, le PNUD, bien sûr, le programme des Nations Unies, des pays qui ont des expériences réussies en matière de développement régional tels que la Pologne et la Turquie également. Et ici, donc, je profite pour attirer l'attention sur des niches que nous devons avoir à travers la coopération sud-sud, particulièrement à travers l'échange d'expériences entre les pays d'Afrique. Donc, mon collègue de la Côte d'Ivoire nous a présenté des éléments pertinents sur le financement à travers des fonds ou autres types de financement. Donc, tout ça pour dire qu'en plus des niches classiques de financement, ce sont des domaines sur lesquels on doit travailler davantage, l'échange d'expériences
au niveau international et au niveau de l'Afrique. L'appui institutionnel, donc, qui nous a beaucoup aidé dans cette phase transitoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et bien sûr, l'appui, donc le financement interne, les nouveaux types de financement tels que le partenariat public-privé est aussi un domaine sur lequel il faudra travailler parce que la question du financement reste quand même une question très, très pertinente pour la mise en œuvre des projets, des actions de développement, des programmes de développement. Et par la suite aussi, il y a toute la question de l'appui également pour le suivi et pour l'évaluation de tous les programmes et tous les projets qu'on est en train de faire, qui est aussi une question pertinente pour le suivi de cette approche de planification ou l'approche stratégique que nous sommes en train de faire. Merci. Yes, I do understand you put the accent again on resources, obviously money matters, but you also stress a very important point. There are experiences that are done in countries, rural future that is done by NEPAD. It's very important in this respect. But also in OECD countries, and not only, I was mentioning Colombia, that is not yet OECD country, about how to put in place this policy, how to learn from what we have done, what are the evaluations. This is equally important for countries that have to design their policy. How do we do it? How do we organize this process of learning? Mayaki was called into the game this morning because of the peer process. So one question that I have, and maybe one of the last, is how much the peer review process can be a tool for learning and exchange of experience among the different African countries? The African peer review mechanism has this originality, but it goes through a very consultative process internally. It is framed by independent expert personalities, and it looks at the key governance issues that are without taboo, any governance issue. Because when a team of the African peer review mechanism, I'm interim CEO for a few months, when a team goes on the ground, they consult everybody. The parties that are in power, the opposition parties, the union, labor, civil society, everybody is consulted, and they get the report, and they present the report to a collective of heads of states, and the peers discuss between themselves on the critical issues of the report. So regarding agriculture, regarding rural development, regarding transformation strategies, it is very interesting when Ethiopia's report comes at a discussion, or when Kenya's report comes at a discussion, or South Africa's report comes at a discussion. What is striking is that the peers are very incisive in their questions. So I think that space of discussing experiences is extremely important, and we can draw a lot out of it. I know, but in the development center, you have a mechanism which has a very sound methodology. So linking the African peer review mechanism with your mechanism can be an extraordinary experience in order to move forward. It can help us improve our questionnaires, our methodology, our indicators, and open that space for interaction. Now, we are, with our program, the NEPAD program on Rural Futures, we have started studies in 5 African countries. We are going to hold a forum in February 2016. The report you did on spatial inclusion, we have used it quite intensively. And the 5 countries on which we'll do the studies will help bring
a discussion among these countries on rural transformation strategies. So I think issues regarding policy coherence, issues regarding institutions, because interministerial coordination is not always the best means to deal with that. Issues regarding monitoring and evaluation, issues regarding community participation, all these issues that are different from one country to another can be an opportunity to have very sound exchanges. And I believe a lot in that interaction and sharing experiences. And beyond, we could look also at Latin America. Done deal for what concerns the development center. Yes, we agree. We can cooperate with you in doing it. It's an excellent idea. Now, you don't know, but behind the scene, there is a goddess that is called Silke from GIZ that is sending us messages about the time that we are available. And unfortunately, I have to inform you, I am not Melinda Crane, and so I was not capable to keep the agenda as should in timing, but I think we had some benefit on the report. So let me first thank the Ministry of Foreign Affairs, BMZ, and a lot GIZ. This colleague have helped us extraordinarily organizing this event. And now we are coming to the last intervention. I want to thank all the members of the panel. I wanted to give you much more time because the issue for me is passionate. I hope for you too, but we will have other opportunity to discuss. And let me now introduce the last speaker, which is crucial in all this discussion, is the president of the Commission of the Economic Community of West African States. We know it with the name ECOWAS, and is Kadre Desiré Ouedraogo. And I am very happy that he's with us because he will deliver the last speech with a strong experience, a community that is going to be created in an area of Africa where is very, very much needed to create more integration and opportunity for development. So thank you, and thank you, everybody. Thank you. Merci, Mario, pour ces mots très aimables. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le directeur général de l'OCDE, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués participants en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord dire combien la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est heureuse et honorée d'avoir participé à cette importante conférence. Et je voudrais remercier les organisateurs et les pays hôtes de nous avoir associés à cet événement. Vous me permettrez aussi de rendre hommage au président John Dramani Mahama pour sa présence à ce forum et son message plein d'inspiration, mais aussi pour le rôle éminent qu'il a joué et qu'il continue de jouer pour le renforcement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Il est le président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et j'ai été un témoin privilégié des efforts qu'il a déployés, non seulement pour la paix, la stabilité en Afrique de l'Ouest, mais également l'approfondissement de nos efforts d'intégration dans notre région. Mesdames et Messieurs, notre venue ici, dans cette belle et historique ville de Berlin, en provenance de différents horizons du monde, atteste de l'importance que nous accordons à ce forum, organisé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Centre de développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, en coopération avec la Commission de l'Union africaine. Nos débats ont été axés, comme de coutume, sur les conclusions de l'édition 2015 des perspectives économiques de l'Afrique, publiées conjointement par la Banque africaine de développement,
le Centre de développement de l'OCDE et le Programme des Nations Unies pour le développement. L'on peut se réjouir que l'Afrique continue de faire preuve de résilience face aux chocs exogènes. De 3,9% en 2014, son taux de croissance moyen devrait atteindre 4,5% en 2015 et 5% en 2016, selon les différentes projections. La réduction de la pauvreté et le développement durable demeurent les objectifs primordiaux de notre continent. Nous formulons l'espoir que d'ici 2063, les pays africains fassent partie de ceux qui affichent les meilleures performances sur le plan mondial et que le produit intérieur brut du continent soit proportionnel à sa part de population mondiale et de ses ressources naturelles. Pour la réalisation de cet objectif, il est important que tous les acteurs concernés apportent leur appui à l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est le projet endogène de l'Afrique pour la transformation. Au cours de cette réunion d'une journée, un dialogue franc et fructueux s'est engagé entre les distingués participants. Par vos interventions, tant lors des sessions formelles que lors des rencontres informelles, vous avez montré votre réel souci de relever les défis auxquels est confrontée l'Afrique et souligné la nécessité d'un changement de paradigme pour que puisse se réaliser l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons et la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et paisible, dirigée de façon efficace par ses fils et ses filles et représentant une force dynamique sur la scène internationale au cours des 50 prochaines années. Je voudrais souligner à ce propos, au regard des discussions franches et de qualité que nous avons eues aujourd'hui, qu'il est permis d'affirmer que les objectifs de la conférence ont été atteints. Tant en plénière que lors des sessions de groupe, des questions clés ont été identifiées, sur lesquelles nous allons continuer de réfléchir afin de déterminer les voies et moyens d'accélérer le développement de l'Afrique. S'agissant de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, nombre de pays africains ont enregistré des résultats mitigés. Il reste que des efforts concertés sont actuellement déployés afin de corriger les erreurs du passé et assurer la réalisation des objectifs de développement durable. Ces objectifs feront du reste l'objet d'examen lors du sommet des Nations Unies sur l'adoption de l'agenda de développement post-2015, lequel est prévu du 25 au 27 septembre prochain à New York. Excellences, Mesdames et Messieurs, beaucoup d'intervenants ont aujourd'hui souligné que la réalisation du développement durable en Afrique nécessitera des efforts concrets et des mesures novatrices dans plusieurs secteurs. Tout d'abord, la stabilité macroéconomique demeure une condition durable à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Il importe que les pays africains poursuivent la mise en œuvre des réformes économiques qu'ils ont engagées. De plus, ils devront créer les conditions d'un environnement politique et social plus sûr et plus favorable à l'investissement à travers l'application rigoureuse des règles de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'Union africaine et des organisations régionales telles que la CEDEAO dans la promotion non seulement de la paix et de la stabilité, mais également de promotion des secteurs économiques. En second lieu, il faut que nous nous engagions à protéger l'environnement. L'Afrique de l'Ouest, qui représente en ce moment moins de 5% des émissions de carbone à l'échelle mondiale, supporte l'essentiel de l'impact négatif du changement climatique. Grâce à la mise en œuvre de mesures d'adaptation et d'atténuation,
les pays africains doivent continuer de protéger et de préserver notre planète et ses ressources naturelles, notre biodiversité et notre climat. Ils doivent également œuvrer à attirer les investissements publics et privés en faveur des innovations et des technologies propres. Ces pays doivent continuer à parler d'une seule voix et afficher leur ferme volonté de défendre la position du continent dans toutes les rencontres internationales, y compris la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP21, prévue du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. En troisième lieu, il nous faut investir dans un capital humain et physique de qualité. Les investissements dans le capital humain, c'est-à-dire l'éducation et la santé, sont d'une importance cruciale pour tirer le meilleur parti des dividendes de la paix et de la démocratie. Des études ont permis de démontrer qu'un changement d'un point de pourcentage de la population en âge de travailler a pour effet d'accroître de 0,5 points de pourcentage la croissance du produit intérieur brut réel par habitant. Elles ont également révélé que les pays africains à faible revenu peuvent potentiellement tirer le meilleur profit de la transition démographique naissante. L'amélioration et l'élargissement de l'accès à l'éducation sont nécessaires pour le renforcement de la productivité des travailleurs et pour la transition vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée. S'agissant du capital physique, les mesures nécessaires devront être prises afin d'améliorer l'accès à des réseaux intégrés d'infrastructures régionales et continentales dans le cadre du programme pour le développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. Il est à espérer que l'amélioration des réseaux permettra de faire progresser les échanges intra-africains pour les faire passer de leur niveau de moins de 12% en 2013 à près de 50% au cours des 20 prochaines années. Excellences, Mesdames et Messieurs, au terme des travaux de cette conférence, permettez-moi d'avancer quelques suggestions sur lesquelles nous pourrions continuer à réfléchir. Les partenaires au développement de l'Afrique, que nous ne remercierons jamais assez pour leur contribution, voudront bien continuer à appuyer les pays africains et les institutions africaines en leur accordant l'assistance technique et financière nécessaire sur la base des principes de Paris sur l'efficacité de l'aide. Pour leur part, les pays africains et les institutions africaines devront veiller à se conformer aux différents délais définis dans le cadre de l'agenda 2063 pour la réalisation des objectifs spécifiques et dont notamment les suivants. Premièrement, la création d'une zone de libre-échange continentale d'ici à 2017, la suppression de l'obligation de visa pour les ressortissants africains dans tous les pays du continent d'ici à 2018, la recherche de voies et moyens pour mettre fin à toutes les guerres et à tous les conflits sur le continent d'ici 2020 et la réalisation d'un consensus d'ici à 2030 sur la forme de gouvernement continental et les institutions à mettre en place. Les communautés économiques régionales africaines devront œuvrer à renforcer l'intégration régionale et libéraliser les échanges afin de promouvoir le commerce intra-africain et la création d'emplois, ainsi que d'assurer une meilleure intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale. Pour cela, elles doivent travailler au renforcement de la paix, de la sécurité et de la démocratie. Les pays industrialisés devront offrir aux exportations africaines un large accès à leur marché. Ceci contribuera à stimuler la production des pays africains destinés à l'exportation et améliorer leur croissance économique. L'ensemble des acteurs concernés devront poursuivre leurs efforts afin de bannir à tout jamais
toute prise de pouvoir sur le continent par des moyens non constitutionnels, promouvoir la bonne gouvernance, le respect des principes démocratiques et le respect des droits humains. Les institutions africaines de santé, avec la collaboration de leurs partenaires internationaux, devront tout mettre en œuvre pour mettre fin efficacement aux épidémies et aux maladies endémiques sur tout le continent. Pour conclure, retenons que l'Afrique a absolument besoin de trouver des solutions à ses problèmes de développement. Sa position est clairement exprimée dans l'agenda 2063 et la position commune de l'Afrique figurant dans l'agenda de développement post-2015. Il reste simplement à traduire tout cela en actes et mettre en œuvre efficacement toutes les résolutions, en dépit de tous les obstacles, endogènes et exogènes, pouvant se dresser sur notre voie. Avec l'appui de nos partenaires au développement, le rêve que nourrissent les populations africaines de voir une Afrique prospère, s'appuyant sur une croissance inclusive et durable, à l'horizon 2063, finira par devenir une réalité. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai l'honneur de présider la commission, accomplira sa part de devoir en assurant la paix, la stabilité et la sécurité dans son espace, mais aussi en promouvant un marché commun soutenu par des infrastructures efficaces. Je ne saurais conclure sans remercier le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Centre de développement de l'OCDE et la Commission de l'Union africaine pour la parfaite organisation de cette 15e édition du Forum, ainsi que l'accueil chaleureux qui a été réservé à toutes les délégations. Je voudrais également remercier les différents orateurs, les panélistes, les modérateurs pour les messages de qualité que nous avons écoutés et pour les contributions remarquables au développement de l'Afrique. Et enfin, à titre personnel, permettez-moi d'exprimer ma gratitude aux autorités de la République fédérale d'Allemagne, ce grand pays, pour l'honneur qui m'a été fait de prendre part à cette importante conférence et de prononcer ces quelques mots de remarque à la fin de nos travaux. Je voudrais remercier tous les participants et souhaiter un bon retour à tous vers vos destinations respectives et nous donner rendez-vous pour la 16e édition. Je vous remercie. Perhaps we do it together. You are the real one. Nous vous remercions for this very wonderful speech. Many, many thanks to you, President Ouedraogo, and many thanks to Mario Pizzini and to all of the panelists for that very interesting and thought-provoking discussion. And we'll be able to take your thoughts and recommendations with us into a more informal setting, because in just a moment we are all invited to a reception, thanks to all of our hosts who have graciously put on a reception for us in the room next door. But first, may I ask two things. We have evaluation sheets in the back of your conference booklets, and we would really like to hear your thoughts and suggestions from what you've experienced today. So if you would just take a couple of minutes to fill those out, it would be very, very helpful, I think, for all of the organizers and hosts. Secondly, if you've been using a headset, please do leave it here on your seat. Please do not, by mistake, put it along with your smartphone into your bag. It would be very helpful if you could return it. And now, I wish everyone a bonne soirée, a very pleasant reception, and many, many thanks to all in the audience as well for your attention and participation, as well to all of our organizers for all that they have done to put together this 15th forum. See you soon. Thanks again. Bye-bye.